Bonjour, bienvenue à ce webinaire économique sur les diverses structures légales. C'est offert par l'ACFO SDG et financé par le gouvernement du Canada. Vous allez voir qu'il y aura plusieurs sections dans ce webinaire pour parler des formes juridiques, le numéro d'entreprise et d'autres informations pour vous permettre de choisir la meilleure structure légale, la meilleure forme juridique. Donc, comme je le mentionnais, les webinaires économiques sont organisés par l'ACFO SDG et celui-ci va vraiment se pencher sur les diverses structures légales pour entreprendre. On a déjà fait le webinaire Démarrer une entreprise en Ontario au Canada, incorporer une entreprise à la recherche d'idées d'affaires et tous ces webinaires sont sur le YouTube de l'ACFO SDG. Et voyez les prochaines thématiques, du 25 janvier, les étapes de développement, le 1er février, le canevas d'affaires, le 8 février, le plan d'affaires, le 15 février, le financement. Et là, je peux vous dire, on va regarder plusieurs pistes de financement. Et le 22 février, le réseau d'affaires. C'est vraiment important de choisir la bonne structure. Quand on démarre notre propre entreprise, il faut vraiment avoir les bonnes chaussures dans le pied. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, puis il ne faut surtout pas en avoir juste une des deux qu'on a besoin pour marcher notre projet et le réaliser. Donc, si on revient à notre plan global, allons maintenant à devenir entrepreneur. Vous avez plusieurs options pour choisir d'entreprendre. La première option, c'est de créer votre propre entreprise, c'est de partir de zéro. C'est souvent la façon la plus populaire de partir en affaires. Assurément, ça demande du temps, puis les risques peuvent être grands, surtout si on ne fait pas toutes les étapes de développement. Mais vous allez avoir le contrôle. Les avantages, plus grande liberté de prise de décision. Les changements peuvent être effectués assez rapidement parce que vous la connaissez, votre entreprise. Puis les coûts de démarrage peuvent être modifiés facilement s'il y a lieu. Car là, si on démarre une petite entreprise, les coûts de démarrage risquent d'être vraiment plus bas. Si on démarre une entreprise en mode virtuel aussi, mais si on développe une entreprise de transformation alimentaire, il y aura des coûts. Les inconvénients, c'est tout le démarchage, c'est toute la planification du démarrage. Pour certaines personnes qu'on n'a pas le temps d'y mettre parce qu'on a un travail à plein temps ou on est aux études, ça peut être un démarrage assez long. Euh, puis, à ce moment-là, il faut aller de l'avant. Vous partez de zéro, les risques sont élevés. La deuxième option, c'est vraiment, vous pouvez acheter une entreprise déjà existante. C'est une grande problématique au Canada. Il va y avoir des centaines de milliers d'entreprises qui n'ont pas de preneurs. Donc, des fois, quand on n'a pas une bonne idée d'entreprise ou on veut limiter les risques, on achète une entreprise déjà existante. On devient des repreneurs, des entrepreneurs repreneurs. Donc, ça, il faut avoir de l'argent pour investir. Il y aura un coût à l'achat. Les risques d'affaires sont souvent moindres parce que l'entreprise est déjà connue dans son environnement, déjà une clientèle. Mais ça demande des recherches assez sérieuses là, avant d'acheter des actions ou des actifs ou acheter une entreprise. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on fasse le bon choix là aussi. Les avantages, vous partez sur une bonne base d'affaires. L'entreprise est connue, clientèle établie, vous avez déjà vos fournisseurs, votre réseau de distribution, puis vous avez la crédibilité de l'entreprise, puis de l'ancien propriétaire de l'entreprise. Les inconvénients, il va falloir que vous respectiez les engagements déjà pris par l'ancien propriétaire. Puis des fois, on peut être en désaccord, mais on n'a pas le choix. Il est plus difficile d'apporter des changements dans l'entreprise parce qu'il y a un modèle d'affaires en route. Puis plus difficile d'être crédible si l'ancien propriétaire avait une mauvaise réputation. C'est comme l'entreprise peut être super bonne, mais l'ancien propriétaire avait un mauvais nom. Donc, ça peut être difficile de repartir puis de vraiment faire la promotion sur une nouvelle administration. Et le troisième choix, ça peut être d'acquérir une franchise, d'acquérir une concession d'une entreprise qui existe déjà. Donc, une franchise, c'est une licence de propriété intellectuelle. On pense souvent aux grandes marques de commerce, McDonald's, Tim Hortons, Subway. Donc, les gens, quand on démarre un Subway dans notre quartier ou dans notre village ou dans notre ville, on achète une franchise. Puis on doit avoir toutes les mêmes couleurs, faire les mêmes repas. Euh, et tout le manuel pour gérer l'entreprise nous est fourni avec l'achat de la licence de propriété. Donc, oui, vous devenez propriétaire de votre entreprise, vous assumez les risques et la gestion, vous avez des redevances à payer aux franchiseurs.
Les avantages, bien, les risques sont moins élevés, la clientèle est déjà ciblée, la marque est déjà établie, déjà connue. Les inconvénients, bien, la marque est connue, donc habituellement, plus la marque est connue, plus le coût de franchise va être élevé, parce que si elle est connue et qu'il y a déjà beaucoup d'achalandage, bien, ça veut dire qu'il y aura aussi beaucoup de revenus. Les produits et services des franchiseurs doivent être utilisés et respectés en tout temps. Donc, si vous achetez un Tim Hortons, bien, il va falloir que vous achetiez tous les produits de Tim Hortons, les emballages et tout pour garder la même, ben, dans le fond, la recette Tim Hortons. Ce qu'on pourrait vous dire pour acheter une franchise ou une concession, pressez-vous pas, hein, et vérifiez que l'offre est juste. Quand quelqu'un vous fait une proposition de franchise, puis il y a même des magazines sur les franchises, on peut même regarder des profils. Prenez le temps de regarder, appelez, demandez les profils, les portfolios et toute l'information pour vous faire une tête avant même de songer d'acquérir une franchise. N'ayez pas de coup de cœur pour une entreprise avant d'avoir soigneusement étudié l'affaire. Puis étudier l'affaire, c'est pas juste parler au propriétaire. Oui, ça c'est important. C'est regarder les chiffres, c'est regarder toute l'information, faire le tour du magasin ou le tour du commerce, regarder la qualité des produits. Maintenant, on va passer au prochain bloc, les formes juridiques. Bien, on est dans un pays où est-ce qu'il y a plusieurs formes juridiques ou structures légales pour partir en affaires. Une que moi j'ai utilisée quand j'ai créé l'art du développement, c'est l'entreprise individuelle propriétaire unique. On n'est pas incorporé, l'entreprise n'est pas incorporée. C'est une entreprise qu'on dit enregistrée auprès de l'État. Le profit et la perte est déclarée sur les impôts personnels du propriétaire. Donc, dans le fond, vous et votre entreprise, vous ne faites qu'un. Vous n'avez pas une autre gestion financière pour l'entreprise. C'est vraiment à même vos finances à vous. Ça ne coûte pas cher. On peut s'enregistrer, obtenir une licence d'enregistrement, 60 c'est bon pour 5 ans. Ça nous donne un permis d'exploitation. Puis on peut aussi le faire par courrier, ça coûte un petit peu plus cher. On n'a pas besoin de protéger le nom de notre entreprise. Rien ne nous garantit qu'elle ne sera pas volée. Mais on n'a pas besoin de faire un rapport de nom, une recherche de nom pour s'assurer qu'on a un nom unique. Bien, les avantages de l'entreprise individuelle ou propriétaire unique, bien, c'est souvent ça coûte beaucoup moins cher démarrer. Vous avez plus de liberté, moins de réglementation à découvrir, à comprendre. Le contrôle est direct, hein. Vous gérez votre budget personnel, vous gérez votre budget d'affaires. Il y a quelques avantages fiscaux parce que sur vos impôts, vous allez pouvoir déclarer des dépenses d'affaires. Puis, ben, tous les profits de l'entreprise ben, restent dans les poches du propriétaire. L'inconvénient, responsabilité limitée. Ça veut dire que si au sein de votre entreprise, vous faites une gaffe, vous offrez des conseils, vous êtes un conseiller et vous offrez des conseils qui créent une perte chez votre client, ben, votre client pourrait vous poursuivre. Et à ce moment-là, quand on poursuit l'entrepreneur, on poursuit l'entreprise, ben, on poursuit la personne. Donc, vous pouvez mettre tous vos biens à risque de perdre s'il y a une poursuite contre votre entreprise individuelle. Puis, à ce moment-là, vous pouvez perdre votre maison, votre auto et tout ça. Donc, il faut vraiment bien gérer. On peut avoir des assurances, par exemple. Ça peut être difficile de mobiliser le capital parce que si on demande un prêt, ça va être un prêt vraiment à l'individu, à l'entrepreneur et non pas à l'entreprise, vu qu'elle n'est pas reconnue comme personne morale. Dans le fond, vous faites vraiment un tout. Si on va à la deuxième, maintenant, entreprise, c'est la société en nom collectif. C'est la même chose. C'est un enregistrement à 60 bon pour 5 ans, mais au lieu de partir seul, une propriété unique, on peut partir avec un partenaire. Donc, les profits et les pertes sont divisés et ensuite déclarés sur le retour d'impôt des revenus des deux partenaires, par exemple. Ce n'est pas incorporé. La recherche de nom est optionnelle. Il est important d'établir des modalités d'accord entre les partenaires parce que si on fait de l'argent, on partage des profits communs. Puis si on a besoin de fermer ou d'arrêter les activités commerciales de notre entreprise, bien, on va faire ça comment? On va dissoudre comment? On partage les risques comment? Donc, il y a des avantages, hein? Coût de démarrage partagé entre les partenaires, plus facile d'établir un partenariat. Il y a certains avantages fiscaux parce que les deux partenaires vont pouvoir mettre sur leurs impôts personnels des dépenses de l'entreprise, pas en double. Un va prendre certaines dépenses, l'autre. Les inconvénients, bien, la même logique des responsabilités limitées.
Personnellement, les propriétaires de cette société en non collectif vont être personnellement tenus responsables si, sous l'entreprise, les activités commerciales, vous faites des gaffes ou aucune différence entre les propriétaires et l'entreprise. Ben là, vous êtes deux, donc deux ou trois, donc vous voulez partager l'autorité, la prise de décision et tout ça. Difficulté de lever du capital supplémentaire parce que souvent les personnes ont déjà une hypothèque, un prêt pour la voiture et tout ça. Donc, même s'ils sont deux, ça peut être difficile d'aller chercher un prêt de plus pour les activités de l'entreprise. Il y a aussi le fait qu'il faut trouver le bon partenaire, hein. Ils ne sont pas à tous les coins de rue. Donc, s'ils ne sont pas à tous les coins de rue, comment on trouve le meilleur partenaire pour réaliser ce projet-là de société en non collectif? Puis, l'association peut être relativement difficile à réaliser, surtout si on ne s'est pas entendu avec vraiment un accord entre les partenaires. Il y a l'entreprise, la forme d'entreprise, la forme juridique que tout le monde connaît, la société par action. C'est incorporé, c'est une entité légalement autonome. Les profits et les pertes sont déclarés sur les rapports d'impôt de l'entreprise, donc les rapports d'impôt corporatifs. Il faut faire une recherche et une protection du nom avec un rapport nuance. On peut s'incorporer à la province ou au fédéral. Il y a des avantages, la responsabilité limitée. Donc, vous êtes une personne, l'entreprise est une entité reconnue par l'État. Donc, si l'entreprise fait des choses, a fait des erreurs dans ses activités commerciales, ben, c'est l'entreprise qui peut être poursuivie et non pas vous comme personne. Donc, vos biens personnels vont être protégés. Propriété transmissible, hein, une société par action peut être vendue. On peut mobiliser des actionnaires. C'est juridique, reconnu par l'État. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Encore là, je ne ferai pas la liste dans le cadre de ce webinaire-ci, mais il y a des avantages fiscaux pour cette forme de société par action. Les inconvénients, ben, c'est surveillé de près par l'État. C'est la forme juridique la plus chère. Il faut tenir des dossiers. Donc, la tenue de dossier est vraiment importante. Il faut vraiment respecter les règles fiscales qui sont un peu complexes, mais avec un bon avocat, pas d'avocat, un bon comptable, on a tout ce qu'il faut pour au moins avoir des bons conseils. Puis, on peut aussi consulter les organismes de développement économique comme la Société économique de l'Ontario, le Conseil de la coopération de l'Ontario ou l'ACFA SDG, puis on pourra vous donner des conseils aussi. Donc, les frais d'incorporation au niveau fédéral, c'est 250 ou 200 si on le fait en ligne ou en ligne ou en personne. Puis, l'incorporation provinciale, c'est 300 $. On a aussi les entreprises sociales. Il y a plusieurs formes légales. Je vous partage la définition du gouvernement de l'Ontario. Une entreprise sociale est une organisation qui a recours à des stratégies commerciales en vue de maximiser ses répercussions sociales, culturelles ou environnementales. Donc, ça nomme pas la forme juridique. Donc, c'est pour ça que je vais vous les présenter une après l'autre. Il y a d'abord l'organisme à but non lucratif qui peut avoir des activités commerciales. Même Revenu Canada reconnaît que c'est possible. Donc, c'est légal qu'un organisme, une association a des activités commerciales, vend des produits et des services sur le marché. Donc, c'est une entité légale, c'est une personne morale, elle est autonome. Vu que c'est un organisme à but non lucratif, il y a une gouvernance démocratique, il y a des membres. S'il y a des profits ou des pertes sont déclarés sur les rapports d'impôt corporatif, donc l'organisme. Il va falloir faire une recherche de nom quand on l'incorpore pour avoir un nom distinct d'un autre nom d'un autre organisme non lucratif. Au provincial, ça coûte 155 $ au fédéral, 250 $. Il y a des avantages, la responsabilité limitée. Donc, entre les membres de l'organisme et l'organisme, c'est deux réalités différentes, deux personnes morales différentes. Donc, si l'organisme fait des gaffes dans ses activités commerciales, c'est l'organisme qui sera puni ou poursuivi ou le gouvernement lui demandera des comptes à rendre. L'avantage aussi, c'est une entité juridique. Puis il y a des avantages fiscaux. Dans les inconvénients, ben, c'est comme n'importe quelle société incorporée, reconnue par l'État et surveillée par l'État. Si on modifie la mission, le nom et tout ça, il faut informer le gouvernement, remplir des formulaires. C'est la forme juridique qui exige de la rigueur concernant les rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration. On gère en collectif une personne morale, donc il faut bien le faire. Vous voyez que sur les diapositives aussi, je marque certains liens. Donc, mais si vous allez en ligne et que vous textographiez dans les mots-clés le nom de la forme juridique d'entreprise, ça va vous amener à plusieurs pages d'informations.
Il y a aussi les coopératives et les mutuelles. Les coopératives peuvent être à but lucratif ou à but non lucratif. Vous pouvez vous incorporer à la province ou au fédéral. Au fédéral, quand on s'incorpore, si on vit en Ontario, si on crée notre coopérative en Ontario, ben, on va choisir l'incorporation fédérale parce qu'on sait déjà qu'on va faire des affaires dans plus de 2 provinces. Sinon, ben, on est mieux de s'incorporer en Ontario. Donc, c'est aussi une entité légale qui appartient à ses membres. Les profits et les pertes sont déclarés sur les rapports d'impôt corporatifs. Il faut demander un rapport de recherche et de protection du nom nuance. L'incorporation au provincial, c'est 335, puis je pense au fédéral, c'est 300, mais en tout cas, dans ces eaux-là. L'avantage, ça appartient à contrôler par ses membres. C'est un contrôle démocratique, un membre, un vote. La responsabilité est limitée, les surplus sont répartis. Et inconvénient, les conflits sont possibles entre les membres. Le processus de prise de décision peut être long, mais encore là, moi, j'ai fait partie de beaucoup de coopératives. Si on se donne un modus operandi efficace, on peut prendre des décisions aussi rapides. La participation des membres est essentielle au succès de la coop. La tenue de dossier peut être exhaustive parce qu'on va avoir des listes de membres et tout ça. Il y a moins de motivation à investir des capitaux additionnels. Les membres paient déjà une cotisation de membres. C'est une coopérative à but lucratif. On pourrait mettre des parts de membres en plus pour que les membres investissent dans leur coopérative. Il y a aussi la coentreprise. La coentreprise implique au moins 2 entreprises mettant en commun leurs ressources et leur expertise pour atteindre un but particulier. Donc, les risques, les récompenses de l'entreprise sont également partagés. Parmi les raisons se retrouvant derrière la constitution d'une coentreprise, on peut trouver l'expansion, hein, une entreprise qui voudrait grandir, qui voudrait croître. Donc, ça peut être l'expansion d'une entreprise, le développement de nouveaux produits, la pénétration de nouveaux marchés. Puis surtout, si on veut s'en aller à faire des affaires à l'étranger, bien, des fois, on va faire une coentreprise avec une entreprise au Canada puis une entreprise dans l'autre pays pour vraiment faire des affaires avec des gens avec qui on fait confiance. Le numéro d'entreprise, c'est quoi, puis pourquoi qu'il en faut un. Donc, le numéro d'entreprise, il faut s'inscrire pour avoir un numéro d'entreprise. Puis oui, on en a besoin d'un auprès de l'Agence de revenus du Canada. La journée qu'on va faire 30 000 et plus, il faut charger la taxe de vente harmonisée de 13 en Ontario. Bien, il faut avoir un numéro d'entreprise. Si on a des employés, on va avoir un programme de retenue sur la paye. Donc, là encore, là, il faut avoir notre numéro d'entreprise, puis on va aller chercher notre numéro pour le retenu de la paie, l'importation, l'exportation, les revenus de société et tout ça. Donc, notre numéro d'entreprise est critique, est important et il est différent que notre numéro qui est sur nos statuts constitutifs, donc nos documents d'incorporation. D'autres informations qui peuvent être intéressantes, c'est que des fois, on démarre une petite entreprise, on n'a pas besoin d'une manufacture, on n'a pas besoin même d'avoir pignon sur rue. Est-ce qu'on peut avoir notre entreprise à la maison? Oui, il y en a beaucoup qui travaillent à la maison. Surtout avec la pandémie, il y a eu beaucoup de télétravail, puis il y en a qui ont décidé de continuer à travailler à la maison. Mais il faut vraiment vérifier les règlements de votre municipalité parce qu'il y a des municipalités qui acceptent des commerces à la maison, puis il y en a d'autres qui y limitent. Ils ont des barèmes, des critères. C'est une firme de consultation, assurément, vous pouvez le faire à la maison. Mais si vous voulez vendre des produits, vous faites la réparation de petits moteurs, puis vous voulez mettre un panneau au chemin, bien, vous êtes mieux de vérifier avec la ville avant de vous lancer à modifier tout votre garage pour votre entreprise. Donc, certains critères ou limitations que des municipalités peuvent vous dire, l'espace consacré à l'entreprise à domicile ne peut pas excéder 25 de la surface de la maison. L'entreposage extérieur n'est pas permis. On veut vraiment que ça reste un quartier résidentiel. Souvent, comme exemple, un petit salon de coiffure à la maison, ça pourrait être permis d'avoir un employé non résident dans la maison pour y travailler. Souvent, les municipalités disent aucune signalisation visible de la rue, sauf un panneau qu'on peut rentrer et sortir ou dans la fenêtre. Ça ne doit pas causer une nuisance à cause du bruit, de l'odeur, de la poussière, du trafic et du stationnement. Imaginez si vous aviez un petit salon de coiffure, puis vous avez 6 personnes qui viennent, puis vous avez une entrée pour une voiture dans votre stationnement, puis là, vous bloquez la rue. Bien, il pourrait y avoir des plaintes à la municipalité, donc il faut vraiment regarder ça de près. Plusieurs entreprises sont aussi permises si elles respectent toutes ces limitations et peut-être d'autres. Il faut vraiment vérifier parce que d'une municipalité à l'autre, ça peut être différent. Et
les avantages d'avoir son entreprise à la maison, bien, assurément, vous allez pouvoir déduire des dépenses de la maison à cause de votre entreprise. En fonction, exemple, si votre entreprise à domicile occupe 10 de votre maison, vous pourrez déduire 10 des dépenses applicables. Donc, l'électricité, le chauffage, l'eau, les assurances, le déneigement, l'intérêt sur l'hypothèque de votre maison, les taxes foncières, puis peut-être une partie de votre loyer. Donc, c'était les diverses structures légales. Vous voulez en savoir plus sur l'organisation qui offre ces webinaires les mercredis économiques, c'est l'ACFO, Stormont Dundas Glengarry. Et voici notre numéro de téléphone, 613-933-8104. C'était Ethel Côté, experte en développement stratégique à l'ACFO SDG.